il est important de ne pas rester sur la défensive. Je parle pour les astrologues et pour les juifs. Voilà deux populations que je considère comme étant sur la défensive, c'est-à-dire qui ne rendent pas les coups pour les coups. Le judaïsme actuellement est rarement dans une position antichrétienne. L'astrologie est rarement dans une position qui remettra en question la science politique. On ne peut pas parler de la science sociologique ou de la science psychologique. Or, ma position est exactement l'inverse. Ma stratégie, c'est au contraire d'attaquer. Et une discipline qui n'attaque pas, ceux qui n'en font pas attention, qui ne tiennent pas compte de ses propos et de ses conclusions, est une discipline qui est dans un complexe d'infériorité évident. Donc, je vous propose de mettre en avant les lacunes graves que le judaïsme peut avoir quand il ne revient pas sur les affirmations du christianisme, et que l'astrologie peut avoir lorsqu'elle ne remet pas en question la théorie du temps telle qu'elle est pratiquée par les politiques. Et par politique, j'entends aussi ceux qui font de la science politique, ou aussi bien les journalistes. Alors, j'en resterai pour l'instant au deuxième volet, parce que le premier a déjà été abordé par ailleurs, pour toutes sortes de raisons. J'écoute par exemple Emmanuel Todd, qui dit des choses très pertinentes sur les rapports entre le peuple et l'élite, mais qui ne dispose pas d'une grille cyclologique. Ou du moins, cette grille cyclologique, elle est extrêmement empirique. Bien sûr qu'on peut noter des variations, des évolutions dans les rapports entre le peuple et l'élite, etc. Mais on voit bien en l'écoutant, ce sociologue, en l'écoutant, on voit bien qu'il n'a pas cette grille, qu'il ne dispose pas de ces grilles. Et donc il est dans une sorte d'atemporalité, ce qui donne lieu à des discours éthiques sur le fait que c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, etc. Et je note surtout qu'il n'a pas une vision, je dirais presque manichéenne des choses. Or, quelque part, nous sommes dans un monde manichéen, et la psychologie est manichéenne, en prenant le terme d'une manière plus ouverte, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Alors, tant qu'on n'a pas compris cela, on est dans une sorte d'impatience, dans les deux sens. Soit on est dans une phase où on fait certaines choses et pas d'autres, et on dit ça ne va pas, ou à l'inverse, certaines choses et pas d'autres, et si, mais dans l'autre sens. Ça ne va pas non plus. Pourquoi ne pas accepter un système qui accepterait les deux? Alors, ça a été amorcé quelque part par le processus démocratique de l'alternance. Mais oui, on va laisser la possibilité régulièrement, périodiquement, d'un renouvellement, etc. Oui. Mais tout ça reste très empirique. D'abord parce que la date où ce renouvellement se fait est empirique, elle ne correspond à rien. Ce sont des dates qui sont fixées comme ça, bon, à partir d'un point de départ qui est complètement arbitraire, et on s'en satisfait un peu rapidement. Donc, voilà, on constate qu'il en est ainsi, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas si ça correspond à une logique interne du système, parce que M. Todd, je ne connais pas par cœur son œuvre, il ne nous dit pas qu'il est nécessaire et normal qu'il en soit ainsi. Il a plutôt tendance à dire, à être surpris de certaines initiatives. Bon, mais bon, ce que je note surtout, c'est l'absence de la grille en question, qui nous expliquerait qu'à certaines époques, pendant une certaine durée, et vous savez que quand je dis ça, je parle de choses très précises, avec des schémas très précis, dont je ne vais pas vous accabler actuellement, mais je vous y renvoie. Hein, ce n'est pas seulement un discours philosophico-sociologique sur l'alternance, etc. Non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus articulé sur une programmation que l'on peut parfaitement déterminer et définir. Et dont il est essentiel pour que le XXe siècle la prenne en compte et
que les constitutions et la vie politique et la vie sociale le prennent en compte. Bon, peu importe. Donc, il faut bien comprendre qu'à certaines époques, il est nécessaire d'éliminer les éléments les plus parasitaires, si on peut dire, les plus inutiles, les bouches inutiles, comme on dit, même si c'est assez cruel, même si c'est assez tragique. Il faut se vider. Bon, hein, on l'accepte au niveau anatomique, on se vide. Bon. Et à d'autres époques, il faut recharger les batteries, relancer la dynamique éducative, c'est-à-dire donner des chances à des gens qui n'en ont pas, donner des chances à un maximum de gens, pour faire apparaître de nouvelles élites. Donc, comme on dit, tantôt on élabore des élites, on forme des élites, et tantôt on évacue ce qui est en bas du système, ou en marge du système. Est-ce que l'on est d'accord là-dessus? Non, la question déjà là, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que, un, c'est un système qui fait sens, et deuxièmement, que ce système fonctionne et s'exerce et se manifeste de cette façon? Si on est d'accord là-dessus, on peut avoir des discussions. Je crois que ce qui manque le plus dans le débat politique, c'est qu'on ne dispose pas d'une grille de temps, que les discussions sont atemporelles, et que personne ne peut répondre. Si on fait un reproche à quelqu'un que cette politique est comme ceci ou comme cela, qu'est-ce qu'il va répondre? Que dans 2-3 ans, ça va être autrement? On va lui dire, mais d'où vous sortez ça? On voit bien qu'à un moment donné, l'absence de grille pertinente empêche la discussion et empêche la programmation politique. Donc on est constamment... Il y a une impasse, il y a un œil, comment on dit? Il y a un point aveugle. Le point aveugle, c'est la théorie du temps. À la place d'une véritable théorie du temps, on a une théorie du calendrier électoral, qui varie d'ailleurs d'un pays à l'autre. Il faut remplacer cette théorie du calendrier électoral, qui est une pseudo-théorie du temps, c'est un temps virtuel, par une théorie d'un temps réel, c'est-à-dire quelque chose qui appartient profondément, biologiquement, génétiquement à notre humanité. Ça aussi, ça peut faire l'objet évidemment de débats. Mais c'est là est l'enjeu épistémologique. Donc, ce qu'il faut savoir, sans retomber dans l'astrologie traditionnelle, c'est combien de temps ça va durer, depuis combien de temps ça dure, et combien de temps ça va durer. Et je réponds que, d'une manière générale, aucune phase, A ou B, ne dure plus de 3 ans et demi. Bon, disons des choses très clairement. Donc ça ne va pas durer indéfiniment. Il y a un moment donné où la phase yang actuelle va être suspendue et ça va rebasculer dans la phase yin. C'est-à-dire, on va dire, bon d'accord, on a assez mis la pression pour évacuer et éliminer des gens. Maintenant, on va redonner à un maximum de gens des possibilités de se construire, de montrer leur valeur. On va passer d'une politique de droite à une politique de gauche. Cela dit, est-ce que ça signifie... alors, est-ce que ça signifie un changement de gouvernement ou un changement de politique? C'est une question sociologique. Est-ce que la gauche, elle est là uniquement pour les périodes de gauche, elle aurait pour les périodes de droite, ou bien est-ce que on peut mener successivement une politique de gauche ou de droite, quel que soit le gouvernement en question? Moi, j'ai tendance à penser que, de toute façon, quel que soit le gouvernement, quand c'est une politique de gauche, quand c'est une période de gauche, il va gouverner à gauche, quand c'est une période de droite, il va gouverner à droite, quel que soit ce gouvernement. Si Macron devait être réélu en 2022, et même avant, probablement d'ailleurs sa politique va s'infléchir, puisque le quinquennat n'est pas articulé sur les 3 ans et demi dont j'ai parlé, donc il y a un moment donné où dans le quinquennat il va y avoir un basculement, et c'est ça qui va être important. Ce qui est important, actuellement on voit bien que le peuple n'est pas en mesure de protester contre les réformes, puisqu'on est dans une phase yang, comme on dit en astrologie,
l'astrologie que je joue. Mais à un moment donné, un moment X, c'est-à-dire à 22 degrés 30 après la disjonction, enfin, je ne vais pas rentrer dans les débat techniques, eh bien, à ce moment-là, on va renverser la vapeur. Tout ça, ce n'est pas des paroles en l'air, ce sont des choses qui sont extrêmement structurées et sur lesquelles on peut parler. Bon, j'ai voulu simplement vous montrer qu'on ne pouvait pas faire l'économie de ces recherches, de ces travaux. Alors, certains disent que ces travaux n'existent pas. Ben si, ils existent. Mais ils ne veulent pas en connaître. Pourquoi ils ne veulent pas en connaître? Parce qu'ils appartiennent à un milieu intellectuel qui considère que tout ce qui est de l'ordre de l'astrologie, c'est du pipeau. À partir de ce moment-là, il n'y a rien à faire. Donc il faut modifier cette vision de l'astrologie. Ça veut pas dire qu'il faut accepter tout ce qui se dit en astrologie, mais il faut comprendre que dans tout ce qui est en astrologie, il y a peut-être des choses très importantes. Et ce sont celles-là dont je parle ici. Donc il faut révolutionner, modifier les représentations. Je sais que toute société fonctionne aussi sur des rejets, sur des ignorances même. Et à certains moments, il faut remettre en question ces rejets, ces ignorances, en s'apercevant que c'est suicidaire de continuer dans la sorte.